Les lois du succès de Napoleon Hill, 8e volume, La coopération. Audio numéro 1. Vous avez échoué de nombreuses fois? Quelle chance! À présent, vous devriez savoir ce qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez le faire si vous croyez que vous le pouvez. La coopération est le commencement de tout effort organisé. Andrew Carnegie a amassé une fortune gigantesque grâce aux efforts de coopération d'un petit groupe ne dépassant même pas une vingtaine de personnes. Vous pouvez, vous aussi, apprendre comment employer ce principe. Quelles sont les deux formes de coopération? Il y a deux formes de coopération auxquelles votre attention sera dirigée dans cette leçon, à savoir 1. La coopération entre les personnes qui forment des alliances afin d'atteindre un but donné, selon les principes de la loi de l'esprit maître. 2. La coopération entre l'esprit conscient et le subconscient, qui constitue une hypothèse raisonnable de la capacité de l'homme à entrer en contact, à communiquer avec l'intelligence infinie et à s'en servir. Pour celui qui n'a jamais réfléchi sérieusement à ce sujet, l'hypothèse précitée pourrait lui sembler insensée. Mais suivez l'évidence de sa fiabilité et étudiez les faits sur lesquels elle est basée, puis tirez vos propres conclusions. Rappel de la construction physique de notre corps. Commençons par un bref rappel de la construction physique de notre corps. Nous savons que le corps entier est traversé par un réseau de nerfs qui servent de canaux de communication entre le moi spirituel intérieur, que nous appelons esprit, et les fonctions de l'organisme externe. Le système nerveux. Le système nerveux est double. Il y a d'une part le système nerveux autonome, dont le système nerveux sympathique fait partie, qui régit toutes les activités qui ne sont pas consciemment dirigées par notre volonté. Par exemple, le rétrécissement de la pupille, le fonctionnement des organes digestifs, la réparation de l'usure quotidienne des tissus, et ainsi de suite. D'autre part, il existe le système nerveux central, ou axe cérébrospinal, ou encore le système volontaire qui nous met dynamiquement en relation avec le monde. C'est le canal qui nous permet de recevoir des perceptions conscientes de nos sens physiques et d'exercer un contrôle sur les divers mouvements de notre corps. Ce système a son centre dans le cerveau, tandis que le premier l'a dans le plexus solaire, considéré parfois comme le cerveau abdominal. L'organe de l'esprit conscient est celui du subconscient. Le système cérébrospinal est le canal de nos actions mentales conscientes, tandis que le système sympathique est le canal de l'action mentale qui soutient inconsciemment les fonctions vitales du corps. C'est ainsi que le système cérébrospinal est l'organe de l'esprit conscient, tandis que le système sympathique relève de l'esprit subconscient. Mais l'interaction de l'esprit conscient et du subconscient requiert une interaction similaire entre les systèmes nerveux correspondants et une connexion évidente qui est représentée par le nerf vague. Ce nerf-ci sort de la région cérébrale comme une portion du système volontaire et c'est par lui qu'on contrôle les organes vocaux. Il traverse ensuite le thorax, où il se ramifie vers le cœur et les poumons, puis en passant finalement à travers le diaphragme, il perd son revêtement extérieur qui distingue les nerfs du système volontaire pour s'identifier à ceux du système sympathique. Il forme ainsi un lien de connexion entre les deux et fait de l'homme une entité singulière du point de vue physique. De la même façon, les différentes aires du cerveau indiquent leur connexion avec, respectivement, les activités objectives et subjectives de l'esprit, et d'une façon générale, on pourrait assigner la portion frontale du cerveau aux premières, tandis que la portion postérieure correspondrait aux deuxièmes et la partie intermédiaire partagerait les caractéristiques des deux types d'activités. Où naissent les idées intuitives? La faculté intuitive a sa correspondance dans l'aire supérieure du cerveau, située entre la portion frontale et celle postérieure. Physiologiquement parlant, c'est ici que naissent les idées intuitives. Au début, celles-là sont plus ou moins informes et généralisées dans le caractère, mais sont quand même perçues par l'esprit conscient. Autrement, on ne serait pas du tout conscient de leur existence. Donc, l'effort de la nature est de donner à ces idées une forme plus précise et plus fonctionnelle, alors l'esprit conscient se les approprie et induit un courant vibratoire correspondant dans le système nerveux volontaire, ce qui à son tour induit un courant similaire dans le système involontaire qui transmet l'idée à l'esprit subjectif. Le courant vibratoire, qui est d'abord descendu de l'apex du cerveau à la partie frontale,
puis à travers le système volontaire, et qui, arrivé au plexus solaire, est à présent renversé, et il monte du plexus solaire à travers le système sympathique au cerveau postérieur. Ce courant rétroactif indique en fait l'action de l'esprit subjectif. Le point qui unit l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Si on devait enlever la portion superficielle de l'apex du cerveau, on trouverait immédiatement en dessous la ceinture brillante de substance cérébrale nommée corps calleux. C'est le point qui unit le subjectif et l'objectif. Et, lorsque le courant revient du plexus solaire jusqu'à ce point, il est restauré dans la portion objective du cerveau sous une forme nouvelle qu'il a acquise grâce à l'alchimie silencieuse de l'esprit subjectif. Ainsi, la conception qui n'était d'abord que vaguement reconnue est améliorée dans l'esprit objectif sous une forme définie et réalisable, et ensuite l'esprit objectif agit à travers le cerveau frontal, l'ère de la comparaison et de l'analyse, pour travailler sur une idée clairement perçue et pour faire ressortir les potentialités qui y sont renfermées. Le terme esprit subjectif signifie esprit subconscient, et le terme esprit objectif est synonyme de l'esprit conscient. Assurez-vous de bien comprendre ces différents termes. En analysant ce double système par lequel le corps transmet de l'énergie, on découvre les points exacts de connexion entre les deux systèmes et la manière dont on peut transmettre une pensée du conscient vers le subconscient. Ce double système nerveux coopératif est la plus importante forme de coopération connue de l'homme, car c'est à l'aide de ce système que le principe de l'évolution continue son travail de développer la pensée claire, décrite dans la leçon sur la pensée claire. Les rôles du double système nerveux. Quand vous communiquez une idée à votre subconscient, à travers le principe de l'autosuggestion, vous le faites à l'aide de ce double système nerveux. Et quand votre subconscient élabore un plan précis de n'importe quel désir que vous lui aviez transmis, le plan est renvoyé à votre esprit conscient à travers ce même double système nerveux. Ce système coopératif des nerfs constitue littéralement une ligne directe de communication entre votre esprit conscient ordinaire et l'intelligence infinie. Sachant de ma propre expérience antérieure combien il est difficile d'accepter l'hypothèse ci décrite, je vais illustrer sa fiabilité de façon simple pour que vous puissiez aussi bien la comprendre et l'expérimenter à votre tour. Avant de vous endormir le soir, fixez dans votre esprit le désir de vous réveiller le lendemain matin à une heure précise, disons à 4 heures. Et si votre désir est accompagné par une décision ferme de vous réveiller à cette heure-là, votre subconscient l'enregistrera et vous vous réveillerez exactement à l'heure que vous vous êtes fixé. La question qui se pose à présent est « Si je peux fixer dans mon subconscient le désir de me réveiller à une heure précise, pourquoi ne pas former l'habitude de faire de même avec mes autres désirs plus importants ?» Si vous vous posez cette question, et si vous insistez pour obtenir une réponse, vous vous trouverez tout près, sinon sur la voie même, qui vous conduira à la porte secrète de la connaissance, telle qu'elle est décrite dans la leçon sur la pensée claire. Vous ne pouvez pas effrayer une personne qui est en paix avec Dieu, avec ses semblables et avec elle-même. Il ne reste plus de place pour la crainte dans un tel cœur. Quand la crainte trouve un endroit pour s'y insinuer, alors il y a quelque chose qui doit être réveillé. La coopération est l'objet de toutes les associations. Nous allons maintenant aborder le sujet de la coopération entre les gens qui s'allient ou s'associent dans le but d'atteindre un objectif donné. Nous allons appeler effort organisé cette sorte de coopération. Ce cours traite quelques phrases de coopération dans pratiquement toutes les leçons. La raison en est qu'il est censé aider l'étudiant à développer son pouvoir, et le pouvoir se développe uniquement à travers l'effort organisé. Nous vivons à une époque d'efforts coopératifs. Presque toutes les affaires à succès sont dirigées par quelque forme de coopération. Cela est vrai aussi bien dans le domaine de l'industrie et des finances que dans le domaine des professions. Les médecins et les avocats forment des alliances pour s'entraider et se protéger mutuellement à travers les associations des barreaux et les associations médicales. Les banquiers ont des associations locales et nationales pour s'entraider et progresser ensemble. Les commerçants ont leur association pour la même raison. De même, les propriétaires d'automobiles qui se regroupent dans divers clubs ou associations. Les imprimeurs ont leur association. Les plombiers et les distributeurs de charbon ont également les leurs. La coopération est l'objet de toutes ces associations. Les employés ont leur syndicat, tout comme ceux qui leur fournissent des emplois, avec différents noms.
Les nations ont leurs alliances coopératives, bien qu'elles ne semblent pas avoir découvert la signification entière du mot coopération. La tentative du président Wilson de fonder la Ligue des Nations, suivie par les efforts du président Harding de soutenir la même cause sous le nom de Tribunal international, indique la tendance de l'époque vers la coopération. Petit à petit, il devient évident pour l'homme que tous ceux qui appliquent le plus efficacement le principe de l'effort coopératif survivent davantage, et que ce principe s'applique depuis les formes les plus élémentaires de vie animale jusqu'aux entreprises supérieures des hommes. La coopération est la base de tout leadership réussi. M. Carnegie, M. Rockefeller et M. Ford ont enseigné aux hommes d'affaires la valeur de l'effort coopératif, c'est-à-dire qu'ils ont enseigné à tous ceux qui étaient intéressés par le principe par lequel ils avaient accumulé leur grande fortune. La coopération est la fondation même de tout leadership réussi. L'atout le plus évident de Henry Ford a été la force de l'agence bien organisée qu'il a établie. Cette organisation lui a offert non seulement une ouverture pour les automobiles qu'il peut fabriquer, mais aussi suffisamment de puissance financière pour faire face à toutes les urgences possibles. Un fait qu'il a déjà démontré à plus d'une occasion. Comme résultat de sa compréhension de la valeur du principe coopératif, Ford a changé sa position de dépendance des institutions financières et en même temps, il a acquis plus de pouvoir commercial. La Banque centrale est un autre exemple d'effort coopératif qui assure chaque pays en cas de panique financière. Les systèmes des chaînes de magasins constituent une autre forme de coopération commerciale qui fournit des avantages à travers les achats aussi bien que le bout de la chaîne de distribution. Le magasin moderne, qui est l'équivalent d'un groupe de petites boutiques opérant sous un même toit, une même direction et les mêmes frais généraux, est une autre illustration de l'avantage de l'effort coopératif dans le domaine commercial. Dans la leçon sur la tolérance, vous observerez les possibilités de l'effort coopératif dans sa plus haute forme et, en même temps, vous verrez le rôle important qu'il joue dans le développement du pouvoir. Comme vous le savez, le pouvoir, c'est de l'effort organisé. Les trois facteurs les plus importants qui entrent dans le processus de l'organisation de l'effort sont la concentration, la coopération et la coordination. Ceci est un extrait du cours de Napoleon Hill, Les lois du succès. Pour recevoir l'intégralité de l'ouvrage, cliquez sur le lien qui apparaît en bas de cette vidéo.